Je t'avais prévenu. Cette vie est derrière nous. Je vais me marier avec une autre femme. Une femme qui correspond à ma nouvelle vie. Aïssatou eut du mal à comprendre, comme si les mots mettaient du temps à atteindre son esprit. Tu vas te marier? Et nous, tes enfants? Moussa évita son regard. Je vous ai assez porté. J'ai souffert pour vous pendant des années. Maintenant, il est temps que je pense à moi. Vous trouverez bien où aller, Aïssatou. Tu es forte. Il se détourna, laissa quelques billets froissés sur la table et s'en alla sans un regard en arrière, ses chaussures éclaboussant la boue sur son passage. Ce soir-là, sous la pluie, Aïssatou rassembla quelques affaires dans un vieux sac. Avec Malik d'un côté et Mariama de l'autre, elle quitta la cour qui avait abrité ses joies et ses peines. Il n'y avait pas d'endroit où aller, mais elle marcha quand même, la tête haute, même si son cœur saignait. Car, dans cette misère cruelle, il lui restait une seule richesse, sa dignité. Cette nuit-là, Dakar était enveloppé d'un vent humide chargé de l'odeur âcre des rues mouillées. Les abris étaient rares, et les porches des magasins déjà occupés par d'autres sans-abri. Aïssatou errait sans but, Malik accroché à sa main, Mariama endormie sur son dos, la tête lourde contre son épaule. Les enfants avaient faim, mais il ne restait plus rien. Les quelques billets jetés par Moussa avaient servi à acheter un sachet d'eau et un morceau de pain que Malik avait partagé avec sa sœur. Aïssatou, elle, n'avait rien mangé. Sur la VDN, les lampadaires projetaient des halos jaunâtres sur le bitume mouillé. Elle aperçut un abri de fortune construit avec des cartons sous un pont, mais il était déjà occupé par des jeunes au regard dur, les mains plongées dans des sachets de colle. Elle continua à marcher, les jambes lourdes, le cœur serré jusqu'à l'esplanade de la grande mosquée de la divinité. Là, elle trouva un coin relativement propre, à l'abri du vent. Elle étendit son pagne sur le sol pour y poser Mariama et demanda à Malik de s'allonger à ses côtés. « Maman, est-ce qu'on va rentrer à la maison demain ?» demanda doucement Malik. La gorge nouée, elle caressa ses cheveux. « Oui, mon fils, demain sera un autre jour. » Mais dans ses yeux humides, le doute était plus fort que l'espoir. Le ciel était dégagé cette nuit-là, et les étoiles semblaient particulièrement nombreuses. Aïssatou les regarda longuement, se souvenant des soirs où elle les contemplait depuis la cour de sa maison, quand elle et Moussa parlaient de leurs rêves d'avenir. Elle sentit l'amertume l'envahir. Était-ce ça le prix de l'amour et du sacrifice? Être jetée à la rue comme une malpropre pendant que Moussa s'habillait en prince et préparait son grand mariage. Les premières lueurs de l'aube vinrent la surprendre, alors qu'elle n'avait pas dormi. Autour d'elle, Dakar s'éveillait dans le tumulte habituel. Ce matin-là, elle prit une décision. Elle n'allait pas mourir dans la rue, ni regarder ses enfants sombrer dans cette misère. Elle trouverait du travail, n'importe quoi, mais elle relèverait la tête. Elle serra ses enfants contre elle, et les yeux fixés sur le soleil naissant, elle murmura « Tant que je respire, je ne vous laisserai jamais tomber. » Pendant qu'Aïssatou luttait pour trouver un abri et de quoi nourrir ses enfants, Moussa vivait ses premiers jours de grande lumière. Ce fut à une réception organisée dans une villa luxueuse des Almadies qu'il rencontra Fatoum Baye. Elle était l'incarnation de tout ce qu'il croyait désormais désirer. La beauté éclatante, la démarche assurée, les vêtements de marque, et surtout, le nom d'une famille influente dans les cercles politiques de Dakar. Fille d'un haut fonctionnaire et nièce d'un ministre, Fatou évoluait dans les sphères où l'argent circulait comme l'eau. Elle connaissait les codes, savait qui saluer, à quel moment sourire, et surtout, à qui tourner le dos. Moussa la remarqua dès son entrée dans la pièce. Elle portait une longue robe en soie ivoire qui épousait parfaitement ses formes. Les bijoux étincelaient à son cou et à ses poignets, mais c'était son assurance qui frappait le plus. Monsieur Diallo, toujours dans l'ombre, observa la scène avec un petit sourire en coin. Lorsqu'il vit l'intérêt évident de Moussa, il s'approcha discrètement. « C'est Fatoum Baye, souffla-t-il. La fille du vieux Mbaye. Elle ne regarde même pas les hommes qui n'ont pas de quoi remplir un coffre-fort. Mais toi, Moussa, toi tu es en train de monter. » Ces mots résonnèrent comme un défi dans la tête de Moussa. Toute la nuit, il n'eut Dieu que pour elle, attendant le bon moment. Et ce moment arriva lorsqu'elle s'éloigna un instant du groupe de ses amis pour aller se servir un verre. Il s'approcha, le visage calme, le ton maîtrisé. «
Vous ne devriez pas être ici seul. Un diamant n'a pas sa place parmi les pierres ordinaires. Fatou tourna lentement la tête vers lui et le détailla de haut en bas sans masquer son regard critique. Elle reconnut immédiatement le profil, un homme neuf, ambitieux, qui n'avait pas encore tout à fait le raffinement des grandes familles, mais dont l'argent commençait à ouvrir les portes. « Et vous, dit-elle d'une voix posée, êtes-vous une pierre ordinaire ou prétendez-vous déjà être un bijou ?» Moussa eut un sourire contrôlé. « Donnez-moi le temps de le prouver, mademoiselle Mbaye. » Elle ne répondit rien et s'éloigna en laissant derrière elle son parfum capiteux. Mais à la fin de la soirée, c'est lui qu'elle chercha du regard avant de partir. Ce fut le début d'un jeu de séduction où Fatou posait les règles et où Moussa était prêt à tout pour gagner. Il savait qu'en conquérant cette femme, il ne gagnait pas seulement une épouse de prestige. Il achetait son ticket pour le cercle fermé de la haute société dakaroise. Mais dans cette course à l'ascension, il ignorait encore le prix qu'il aurait à payer. Moins de 3 mois après leur rencontre, Moussa et Fatou Mbaye annoncèrent officiellement leur fiançailles. L'événement fit grand bruit. Dans les salons chics de Dakar, on parlait du mariage de l'année. Les journaux locaux racontaient l'ascension fulgurante de Moussa Diop. Cet homme, parti de rien, est devenu une figure montante des affaires. Mais derrière les sourires éclatants et les photos parfaitement cadrées, tout n'était que façade. Pour Fatou, ce mariage était une alliance stratégique. Elle avait compris que Moussa, malgré ses origines modestes, avait désormais accès à des cercles d'influence et surtout à des flux financiers obscurs. Il représentait une opportunité de renforcer sa position sociale et, à travers lui, d'obtenir des contrats pour les sociétés de sa famille. Moussa, de son côté, voyait en Fatou bien plus qu'une épouse. Elle était la clé qui ouvrirait des portes jusque-là fermées. En l'épousant, il accédait à un monde où les affaires se signaient dans l'intimité des villas climatisées, où les marchés publics se négociaient entre 2 verres de champagne, loin des regards. La cérémonie fut grandiose. Les Almadies, quartier des puissants, furent le théâtre d'une réception que peu oublieraient. L'hôtel Terroubi fut entièrement privatisé pour l'événement. Des voitures de luxe formaient une haie d'honneur à l'entrée. Les invités étaient triés sur le volet, hommes politiques, chefs d'entreprise, hauts fonctionnaires et célébrités. Moussa portait un boubou brodé sur mesure, des chaussures importées d'Italie et une montre qui valait plus que tout ce qu'il avait possédé dans sa vie passée. Fatou était resplendissante dans une robe conçue par un grand couturier parisien, ses bijoux scintillant sous les projecteurs. Au même moment, de l'autre côté de Dakar, dans un petit centre d'accueil pour femmes en détresse, Aïssatou regardait la une du journal posée sur la table commune. La photo de Moussa et de Fatou s'étalait en pleine page. Elle sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine, mais elle ne pleura pas. Les larmes étaient devenues un luxe qu'elle ne s'autorisait plus. À ses côtés, Malik et Mariama jouaient en silence, habitués désormais à cette nouvelle vie où leur mère se battait chaque jour pour un repas et un coin de sol propre où dormir. « Maman, c'est papa sur la photo ?» demanda innocemment Mariama. Aïssatou replia doucement le journal et caressa la tête de sa fille. « Non, ma chérie, ce n'est plus lui. Ton père, celui qu'on a connu, n'existe plus. » Elle se leva, le dos droit, la tête haute. Il était temps de tourner la page et d'écrire leur propre histoire, loin de ces noces d'apparence où l'amour n'était qu'une monnaie de plus. La vie au centre d'accueil n'était pas facile, mais elle avait le mérite de redonner à Aïssatou un semblant de stabilité. Ici, au milieu de femmes qui avaient connu le pire, elle n'était plus seule dans sa douleur. Chaque visage portait son lot de trahison, de violence, d'abandon. Pourtant, derrière ses regards fatigués, brillait une lueur commune, celle de la dignité retrouvée. La directrice du centre, Mame Diarra, une femme au visage marqué par les ans, mais au regard encore vif, remarqua vite la force intérieure d'Aïssatou. « Toi, ma fille, tu as dans le regard ce qu'aucune misère ne peut effacer, » lui dit-elle un matin en lui tendant un gobelet de café noir. La force de celle qui relève la tête même dans la boue. Grâce à l'appui du centre et de quelques ONG, Aïssatou trouva rapidement un emploi modeste comme cuisinière dans une grande maison de Mermoz, chez une famille qui, ironie du sort, était liée de loin à l'entourage d'Mbaye. Chaque matin, elle partait avant l'aube,
ses pas réguliers sur la chaussée encore silencieuse. Elle préparait les repas, faisait le ménage et veillait à ne jamais rentrer trop tard pour retrouver ses enfants. Malik, malgré son jeune âge, avait compris qu'il devait être fort. Il s'occupait de sa petite sœur Mariama pendant que leur mère travaillait, l'emmenant parfois jouer sur les plages désertes du côté de Yoff, loin des regards moqueurs des enfants mieux lotis. Un soir, alors qu'Aïssatou rentrait fatiguée, elle trouva Malik assis sur le petit muret devant le centre, les yeux fixés sur l'horizon. « Tu penses à quoi, mon fils ?» Il haussa les épaules. « À l'école. Est-ce qu'un jour, moi aussi, je pourrais y retourner ?» Ces mots frappèrent Aïssatou plus fort que n'importe quelle épreuve. Elle s'agenouilla devant lui, le regardant droit dans les yeux. « Tu y retourneras, Malik. Je te le promets devant Dieu. Et un jour, toi, tu aideras ceux que personne ne regarde. » À cet instant, une décision se grava dans son cœur. Elle n'était plus simplement une femme abandonnée. Elle était une mère en mission, prête à tout pour offrir un avenir à ses enfants. Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, elle dormit d'un sommeil sans cauchemar. Pendant que la vie d'Aïssatou retrouvait lentement son équilibre, Moussa Diop s'enfonçait plus profondément dans un monde qu'il ne maîtrisait plus vraiment. Son mariage avec Fatoum Baye avait fait de lui une figure incontournable des milieux d'affaires de Dakar. Il passait ses journées dans les tours vitrées du plateau, ces grands bâtiments froids où les contrats se signaient à huis clos, souvent en échange de faveurs bien plus coûteuses que des liasses de billets. Les apparences étaient désormais sa prison dorée. Chaque matin, il enfilait des costumes italiens ajustés, choisissait ses montres selon les rendez-vous de la journée et passait des heures à entretenir l'image de l'homme puissant et raffiné qu'il s'efforçait de devenir. Mais derrière les sourires polis et les poignées de main fermes, il sentait la tension monter. Les affaires que M. Diallo lui avait confiées devenaient de plus en plus risquées. Les montants des marchés frauduleux grimpaient, les complicités politiques se tissaient de plus en plus serrées, et le moindre faux pas pouvait tout faire s'écrouler. Chez lui, dans son vaste appartement de la cité Cœur Gorgui, Fatoum Baye régnait en maîtresse absolue. Elle avait transformé l'appartement en un véritable musée du luxe. Meubles importés, tableaux coûteux, vaisselle en cristal. Mais dans cette maison, il n'y avait ni chaleur, ni véritable complicité. Fatou n'était jamais vraiment là. Elle passait ses journées en réunions caritatives ou en voyage avec ses amis dans les capitales européennes. Quand elle était présente, elle parlait d'investissements, de nouvelles propriétés à acquérir, de voyages à organiser, mais jamais de projets de vie à deux. Une nuit, en rentrant plus tard que d'habitude après un dîner d'affaires arrosé, Moussa la trouva assise sur le canapé, une coupe de champagne à la main, l'air détaché. « Moussa !» dit-elle en croisant les jambes, « tu sais que les gens commencent à parler, n'est-ce pas ?»« Parler de quoi ?» demanda-t-il en retirant sa veste, la gorge or brûlante de whisky. « De tes affaires, de tes petits arrangements. Il va falloir que tu sois plus discret. Je ne veux pas qu'on dise que je suis mariée à un homme qui fait tâche dans les dîners où l'on parle politique et haute finance. » Il la regarda sans répondre. C'était clair désormais. Il n'était qu'un marchepied dans son ascension sociale. Mais il était trop tard pour reculer. Il avait goûté à ce monde, et même s'il en sentait le poison, il ne pouvait plus s'en passer. Ce soir-là, pour la première fois, il se demanda s'il n'avait pas tout simplement vendu son âme. Mais avant même que le doute n'ait le temps de s'installer, son téléphone vibra. Un message de M. Diallo, une nouvelle opération, encore plus risquée, encore plus lucrative. Et comme à chaque fois, Moussa rangea ses remords au fond de sa poche, à côté de son portefeuille trop épais et de ses rêves devenus trop lourds à porter. Il tenta de remplir ce vide en multipliant les sorties nocturnes, les réceptions, les soirées privées dans les villas des Almadies. L'alcool coulait à flots, les rires fusaient, mais au fond de lui, c'était le silence. Un soir, au détour d'une de ces soirées où tout semblait irréel sous les lumières tamisées et la musique douce, dans les bureaux feutrés du plateau, l'agitation n'était plus la même. Les conversations autrefois pleines de certitudes et de projets ambitieux se faisaient plus discrètes, plus nerveuses. Les regards se croisaient furtivement, et certains habitués des lieux se faisaient de plus en plus rares.
Moussa, assis dans son fauteuil en cuir, feuilletait machinalement un dossier. Mais son esprit était ailleurs. Depuis quelques jours, des rumeurs persistantes couraient dans les cercles du pouvoir. Une grande enquête anticorruption était en cours. Au ministère des Infrastructures, des inspecteurs avaient déjà mis la main sur des dossiers compromettants. Certains noms circulaient en sourdine, et le sien n'était jamais bien loin. Un matin, alors qu'il s'apprêtait à partir pour un rendez-vous, il reçut un appel de M. Diallo. « Il faut qu'on parle tout de suite. » Moussa comprit au ton de son mentor que les choses prenaient une tournure sérieuse. Il le rejoignit dans un discret hôtel du centre-ville, loin des regards et des oreilles indiscrètes. Monsieur Diallo était assis à une table reculée, son visage fermé, son téléphone posé devant lui comme une arme prête à tirer. « Les choses se corsent, Moussa, dit-il sans préambule. Quelqu'un a parlé. Un de nos hommes a été arrêté la nuit dernière. Moussa sentit une sueur froide lui glisser dans le dos. « Et moi ? Pour l'instant, tu es encore à l'abri, mais ça ne durera pas. Tu vas devoir être plus discret que jamais. Et surtout, il va falloir préparer une sortie, un repli au cas où. » Moussa fronça les sourcils. « Une sortie ? Je suis trop exposé pour disparaître sans que tout le monde s'en rende compte. » Diallo eut un sourire amer. « Il n'y a que deux façons de disparaître dans ce milieu, Moussa. Soit tu prends de l'avance et tu disparais à l'étranger, soit c'est la prison ou pire. À toi de choisir pendant qu'il est encore temps. » Moussa ne monta pas directement chez lui. Il s'arrêta dans le parking souterrain, s'adossa contre un pilier et ferma les yeux. Il pensa à sa vie d'avant, à Aïssatou, à ses enfants qu'il n'avait pas revus depuis des mois. Et pour la première fois depuis longtemps, il se demanda ce qui avait vraiment de la valeur dans cette vie qu'il croyait avoir conquise. Mais il était déjà trop tard pour revenir en arrière. Les premiers nuages s'amoncelaient et la tempête approchait. Dans les rues poussiéreuses de Yoff, la petite Mariama, tout juste 5 ans, toussait sans arrêt. Depuis plusieurs jours, elle avait de la fièvre et ses petites joues étaient brûlantes au toucher. Assise sur le rebord du lit dans la minuscule pièce du centre d'accueil, Aïssatou la berçait doucement, ses mains tremblantes caressant le front de sa fille. Elle n'avait plus rien. Même le centre ne pouvait plus lui fournir les médicaments nécessaires. Diarra, la directrice du centre, apparut. Elle avait été informée de la situation par Malik, qui était revenu en courant, essoufflé, les yeux pleins de larmes. Mame Diarra souleva Mariama avec douceur. « Viens, ma fille, nous allons l'emmener à l'hôpital. » Elle appela un taxi et paya de sa propre poche les frais médicaux d'urgence. Mariama passa 3 nuits sous perfusion. Aïssatou veilla sans fermer l'œil, assise sur le petit tabouret à côté du lit d'hôpital. Elle pria, encore et encore. Aïssatou lança un projet modeste mais ambitieux, un petit commerce de restauration. Chaque matin, elle préparait du café tout bas, des beignets de mil et des sandwichs simples qu'elle allait vendre à la sortie des chantiers et des gares routières. Les clients apprécièrent rapidement sa cuisine. Sa réputation grandit dans le quartier. Pendant qu'Aïssatou rebâtissait sa vie avec courage dans les hauteurs dorées de la société dakaroise, les fondations du monde de Moussa Diop commençaient à s'effondrer. Les scandales de corruption éclataient les uns après les autres dans les médias. Les marchés truqués, les détournements de fonds, les contrats de complaisance, tout était désormais sur la place publique. Les émissions de radio débattaient férocement, les journaux titraient en gros caractères les noms des hommes impliqués. Et inévitablement, le nom de Moussa Diop commença à apparaître. Un après-midi, il vit 2 hommes en civil l'attendre près de sa voiture. « Monsieur Diop, nous avons des questions à vous poser. Veuillez nous suivre. » Le visage fermé, il monta dans le véhicule officiel sans résistance. Il savait que le jeu était terminé. Les jours suivants, toutes ces sociétés furent perquisitionnées. Ses comptes bancaires gelés. Fatoum Baye, fidèle à elle-même, ne resta pas une seconde de plus à ses côtés. À la première lueur du scandale, elle disparut, laissant derrière elle un simple mot sur la table du salon. « Je ne suis pas née pour tomber avec ceux qui échouent. » Moussa erra quelques jours dans les rues de Dakar, méconnaissable. L'homme au costume bien taillé n'était plus qu'une ombre.
portant des vêtements froissés, le visage marqué par l'angoisse et la fatigue. Chaque matin, il se réveillait sans savoir où aller. Chaque nuit, il errait dans les rues, cherchant un banc discret. Il ne lui restait que quelques vêtements usés et une vieille montre rayée qu'il avait conservée plus par réflexe que par nécessité. Il inclinait lentement sur la ville. Moussa, les jambes lourdes et l'âme en ruine, prit la direction du centre d'accueil où il pensait pouvoir retrouver Aïssatou. Arrivé devant le petit portail en fer, il hésita. La peur du regard d'Aïssatou, la honte face à ses propres enfants, le paralysaient. Mais le besoin de les revoir était plus fort que tout. Il poussa la porte et entra dans la cour du centre. Aïssatou était là, assise sur un tabouret en plastique, surveillant Mariama, qui jouait non loin, et Malik, occupé à réviser ses leçons, le visage sérieux. Moussa resta debout à quelques mètres, incapable d'avancer. Ce furent les enfants qui le remarquèrent les premiers. Mariama, levant les yeux, s'arrêta de jouer. « Maman, c'est papa !» souffla-t-elle en tirant doucement le pagne de sa mère. Aïssatou se leva lentement, tourna la tête et croisa le regard de Moussa. Il y avait dans ses yeux une force calme, presque une distance insurmontable. Moussa voulut parler, mais sa gorge était sèche, ses lèvres tremblaient. Il finit par balbutier. « Aïssatou, je suis désolé. » Elle le regarda sans colère, sans larmes non plus. « Pourquoi es-tu là, Moussa ? Il ne reste plus rien à détruire, n'est-ce pas ?» Il baissa la tête, incapable de soutenir son regard. « Je n'ai plus rien, Aïssatou. Je suis venu pour demander pardon. » Elle le fixa un long moment avant de répondre. « Ce pardon, Moussa, je te l'ai déjà donné dans mes prières. Pas pour toi, mais pour moi. Pour que je puisse avancer sans haine. Mais ne viens pas chercher ici ce que tu as toi-même abandonné. » Elle fit un pas en avant, s'approcha de lui, ses yeux humides mais fiers. « Regarde bien tes enfants. Ce sont eux qui ont payé le prix de tes choix. Ce sont eux qui ont souffert en silence pendant que tu cherchais ta grandeur dans des palais de mensonges. » Moussa leva timidement les yeux vers Malik et Mariama. Il le regardait sans haine, mais sans chaleur non plus, comme s'il n'était qu'un visage effacé d'un vieux souvenir. « Si tu veux vraiment te racheter, dit Aïssatou, fais-le devant Dieu. Mais pour nous, c'est trop tard. » Moussa resta là, immobile, le cœur plus lourd qu'il ne l'avait jamais été. Il comprit alors que certaines erreurs ne peuvent être réparées. Tandis que Moussa errait dans les rues, prisonnier de ses regrets, Aïssatou traçait une nouvelle route. Son petit commerce de restauration avait grandi. Ce qui avait commencé avec quelques beignets et du café tout bas vendu à la sauvette était désormais une vraie activité. Elle avait pu louer un petit espace en bordure d'un marché populaire, installer une bâche pour protéger ses clients du soleil et même employer une jeune fille du centre pour l'aider à servir. Chaque matin avant l'aube, elle se levait pour préparer ses plats. Les parfums de ses bouillons épicés, de ses beignets dorés et de son riz parfumé attiraient de plus en plus de clients. Les chauffeurs de taxi, les commerçants, même quelques fonctionnaires du quartier venaient s'asseoir à ses tables de fortune, savourant sa cuisine simple mais préparée avec soin. Les bénéfices, elle ne les dilapidait pas. Chaque pièce était soigneusement comptée, rangée dans une vieille boîte en fer qu'elle cachait sous le lit de la chambre qu'elle louait désormais loin du centre d'accueil. Avec les premiers vrais bénéfices, elle inscrivit Malik dans une école privée du quartier. Le jour où elle lui remit son nouveau cartable, Malik éclata d'un grand sourire, le premier depuis longtemps. « Maman, un jour je te rendrai tout ça, dit-il en serrant fort son cartable contre lui. Aïssatou posa une main sur sa tête. « Ne me rends rien, mon fils. Sois juste un homme droit. C'est tout ce que je te demande.